Sénat français. Imposition des hauts patrimoines. Près de 13 000 foyers soumis à l'IFI ne paient pas l'impôt sur le revenu, révélateur au miroir déformant. À partir des données fiscales de l'année 2024, les éléments transmis permettent d'établir qu'au sein de 189 000 foyers fiscaux assujettis à l'IFI, le nombre de foyers fiscaux s'acquittent d'un impôt sur le revenu nul ou négatif. Or, non-résident et décès dans l'année est de 13 324. Le patrimoine immobilier médian de ces foyers est de 1,9 million d'euros. Ces 13 324 foyers fiscaux résidents assujettis à l'IFI et dont l'IR est nul ou négatif recoupent trois sous-ensembles. Des foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est faible, des foyers fiscaux dont l'imposition se trouve effacée par des réductions ou crédits d'impôt, des foyers fiscaux relevant de ces deux catégories. 8 768 foyers parviennent à un impôt sur le revenu nul ou négatif au travers de l'imputation de RICI. Toutefois, ces 8 768 foyers disposent d'un revenu imposable faible, faute de quoi l'application des réductions ou crédits d'impôt ne suffirait pas à les dispenser d'IR. De fait, près des trois quarts des foyers IFI dont l'impôt sur le revenu est totalement effacé par ces niches fiscales affichent un impôt avant RICI inférieur à 5 555 euros. Aux foyers IFI présentant un IR suffisamment faible pour être totalement annulé par l'application de RICI, s'ajoutent les foyers présentant un IR nul avant RICI, soit environ un tiers des 13 304 foyers fiscaux concernés. La DGFiP identifie seulement quelques ménages dont la situation correspondrait à celle de la veuve de l'île de Ré, soit la combinaison de faibles revenus et d'un patrimoine immobilier proche du seuil de l'IFI, correspondant uniquement à un immobilier de jouissance non producteur de revenus. Une part significative de ces ménages pourrait avoir recours à des mécanismes d'optimisation fiscale s'agissant de 13 304 foyers IFI à IR nul ou négatif. Deux méthodes principales sont identifiées par la DGFiP. D'une part, les contribuables peuvent recourir à la thésaurisation de leurs revenus économiques dans des véhicules fiscalement distincts du contribuable, soit des sociétés contrôlées par le contribuable, comme des sociétés dites holding ou des entreprises civiles immobilières, soit des contrats d'assurance vie. D'autre part, le régime d'imposition des revenus tirés de la location de locaux meublés permet aux propriétaires, dans le cadre du régime réel, de déduire de ses bénéfices l'amortissement des meubles et de l'immeuble mis en location. Le montant d'IR de ces foyers fiscaux peut aussi être réduit par des comportements de fraude. À cet égard, les loyers IFI à IR nul ou négatif ont une probabilité plus élevée de faire l'objet d'un contrôle. Ainsi, déclarer un revenu faible, tout en disposant d'un patrimoine immobilier supérieur ou égal à 5 millions d'euros constitue un risque identifié par la DGFiP dans le croisement de données de masse. Sur l'ensemble des 13 324 foyers IFI à IR nul ou négatif, le taux de rectification observé pour 2 910 foyers contrôlés est de l'ordre de 58% entre 2023 et 2025, contre 58% sur l'ensemble des redevables de l'IFI en 2022. Toutefois, ces chiffres ne constituent qu'un aperçu par procuration, faute de mieux et nécessairement imparfait de l'évitement fiscal des plus fortunés. De fait, le patrimoine immobilier ne constitue qu'une part minoritaire du patrimoine des plus aisés. En outre, il serait inexact d'affirmer que les ménages IFI à IR nul ou négatif ne payent aucun impôt ni cotisation sociale. Afin d'éclairer la connaissance de l'imposition des revenus des foyers les plus aisés, la Commission des finances a examiné la situation des foyers fiscaux assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune et ayant un IR nul ou négatif en 2016 et en 2017. Dernière année où les données relatives au patrimoine immobilier des ménages étaient disponibles. Il ressort que 11,9% des foyers assujettis à l'ISF avaient un IR nul ou négatif en 2017. En excluant les non-résidents et les décès dans l'année,
l'ensemble des contribuables à l'ISF représentant le centième le mieux doté en termes de patrimoine. 40 692, le nombre de foyers fiscaux résidents assujettis à l'ISF qui avaient un IR nul ou négatif en 2007, hors dessin. Au sein du plus haut 100 millième de patrimoine composé de 380 foyers fiscaux en 2017, 38 d'entre eux détenant un patrimoine médian de 71 millions d'euros avaient un impôt sur le revenu nul, voire même bénéficiaient de versements du Trésor public au titre de crédit d'impôt. Il en allait de même pour 4 423 foyers fiscaux détenant un patrimoine médian de l'ordre de 20 millions d'euros, soit 12% des foyers de cette catégorie. En cherchant à savoir s'il est vrai qu'en France, parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ne payent aucun impôt sur le revenu, le président et le rapporteur général ont découvert l'état de grande méconnaissance des pouvoirs publics quant au niveau et aux caractéristiques principales des plus hauts patrimoines. Cette situation leur est apparue préoccupante à double titre. Elle empêche de prendre toute la mesure de l'évitement de l'impôt des plus fortunés et de s'assurer que chacun contribue également aux charges publiques. Et elle signifie que nombre de décisions publiques, en particulier fiscales, ne sont pas prises en toute connaissance de cause. Fait marquant, la connaissance des patrimoines, notamment les plus hauts, est aujourd'hui moins précise et aussi exhaustive qu'il y a 20 ans. Une boîte noire s'est en effet refermée sur la richesse en lien avec la disparition de données fiscales individuelles, arrêt de l'enquête sur les DMTG après 2010, suppression de l'ISF en 2007 et des obligations déclaratives afférentes, qui permettaient d'appréhender plusieurs dimensions du patrimoine. La donnée est à portée de main, elle n'est simplement plus collectée ou traitée par l'État. Le service statistique public et les économistes spécialistes du patrimoine publient régulièrement des données, mais pointent même le paradoxe d'un appauvrissement de la statistique publique sur le patrimoine à l'âge de l'information. Source précieuse, l'enquête Histoire de vie et patrimoine de l'INSEE reste ainsi trop limitée pour fournir des résultats fiables à une échelle plus fine que les derniers centiles, en raison de la taille et la représentativité de son échantillon, 12 000 foyers, et d'un phénomène de sous-déclaration qui croît avec le niveau de richesse s'accompagnant d'une plus grande diversité et complexité du patrimoine. Les comptes nationaux distribués produits par les chercheurs à partir de la comptabilité nationale donnent des ordres de grandeur mais reposent sur des hypothèses par nature discutables. Imputation à des revenus non déclarés, incertitude sur les rendements fragilisant la méthode de capitalisation que la confrontation avec les classements Forbes et Challenge ne suffit pas à compenser. La constitution d'un registre financier public par une obligation générale de deux déclarations du patrimoine, par les dépositaires centraux de titres ou par un droit d'enregistrement minimal, voire un impôt à visée informative semblerait disproportionné au regard des difficultés pratiques ou politiques soulevées et de la qualité insuffisante des données qui peut en être attendue. Un consensus se dégage pour combiner une diversité de sources et de méthodes des chercheurs et de la statistique publique et faire feu de tout bois, en commençant par améliorer les sources existantes et multiplier les appariements avec les données fiscales et administratives. En ce sens, le président et le rapporteur général souhaitent confier au service statistique public par la loi la mission de réaliser une enquête régulière sur les hauts patrimoines, lui donnant une plus grande assise pour exploiter des fichiers administratifs et notamment fiscaux qui peuvent lui être fermés. Depuis la dernière enquête droit de mutation à titre gratuit, DMTG en 2010, les données successorales individuelles ne sont plus exploitées pour appréhender le patrimoine transmis et son imposition. Cet abandon, justifié par la priorisation des moyens de la DGFiP, a marqué un recul décisif dans la connaissance du patrimoine des ménages, notamment des fortunés. Sans prôner un retour au statu quo ante, le président et le rapporteur général appellent à miser sur l'extraction automatique, la reconnaissance optique de caractère et l'intelligence artificielle pour exploiter de nouveau les actes notariés. Alors que 99% des actes notariés sont numériques, les déclarations de transmission restent à ce jour transmises
sous format papier, seul le montant dû de DMTG étant informatisé. Le retard pris et le calendrier d'une numérisation complète pour les successions en 2033, sans échéance pour les donations, n'est pas acceptable. L'horizon de 2029 doit être révisé. Cet effort est d'autant plus nécessaire que la grande transmission du patrimoine des baby-boomers, estimée à hauteur de 9 000 milliards d'euros en 15 ans, impose un renforcement des capacités d'analyse de l'État. Il ne suffit pas de numériser les déclarations, elles doivent être un reflet fidèle des patrimoines transmis, ce qui impose de les harmoniser et de les rendre plus exhaustives. Selon le CAE, la complexité de l'assiette des DMTG favorise dangereusement les abus. Deux angles morts devraient en particulier être éclairés: l'assurance vie, dont le notaire ne connaît pas les abattements déjà utilisés, et le patrimoine professionnel, notamment à l'occasion des pactes du treuil. Mal identifié dans la déclaration, le coût de chacun de ces avantages fiscaux est estimé à au moins 5 milliards d'euros. En matière de connaissance par l'administration fiscale des patrimoines financiers, il y a un avant et un après ISF. Comme en atteste l'impuissance du gouvernement à identifier aujourd'hui les plus fortunés autrement que par le patrimoine immobilier, certes, les déclarations d'ISF ne donnaient pas non plus une image exhaustive du patrimoine. Elles ignoraient les patrimoines situés sous les seuils d'imposition, reposaient sur des données déclaratives et surtout excluaient largement les biens professionnels. Exemple majeur d'externalité de la politique fiscale, comme la disparition de la base de données afférente à la taxe d'habitation expliquant les difficultés d'identification des foyers éligibles au chèque énergie. La disparition de l'ISF a nettement dégradé la connaissance fiscale et statistique des patrimoines. Dès lors, depuis 2017, le patrimoine financier n'est plus connu que par bribes. Les fichiers du contrôle fiscal étant limités, le fichier FICOBA recense l'existence des comptes bancaires mais par leur solde ou partiel. Le fichier FICOFI est plus précis mais ne porte que sur l'assurance vie, à l'exception du patrimoine financier détenu à l'étranger. Les revenus financiers soumis à l'impôt, prêts renseignés par les intermédiaires financiers, banques, assurances, fonds, dont l'imprimé fiscal unique, IFU, sont connus avec plus de précision, mais les informations qu'il contient ne suffisent pas à déduire les actifs afférents. Pour remédier à cette carence, le président et le rapporteur général proposent d'étendre l'imprimé fiscal unique aux actifs financiers eux-mêmes, et non plus seulement aux revenus qu'ils produisent. Les établissements déjà tenus de déclarer les revenus financiers transmettraient à la DGFiP, dans un feuillet dédié de l'IFU, l'encours total moyen annuel détenu par chaque client. Par catégorie d'enveloppe financière, des informations complémentaires pourraient être demandées, comme le montant de certaines dettes ou l'origine de certains fonds. Cette extension répondrait d'abord et avant tout à une finalité fiscale: établissement de l'assiette et recouvrement de l'impôt sur intérêts, produits de cession et plus-value, contrôles fiscaux de cohérence entre patrimoine, revenus et imposition personnelle, identification d'actifs n'engendrant aucun revenu déclaré, alimentation de analyse risque. Elle serait d'autant plus utile qu'elle reposerait sur les données de tiers déclarants, donc de grande qualité déjà disponibles chez les intermédiaires financiers. Les chercheurs pourraient en demander l'accès qui pourrait éventuellement leur être accordé afin d'alimenter des travaux d'évaluation de la politique fiscale ou d'autres politiques publiques, stabilité financière, protection des épargnants et réglage fin des politiques monétaires, budgétaires ou environnementales. L'obligation déclarative devrait néanmoins être proportionnée et assortie de garanties effectives, a fortiori dans le contexte récent de fuite dont a été victime la DGFiP. Pour le fichier FICOBA, ce qui plaide pour un seuil déclaratif établi à 7 500 € comme pour FICOVI, avec un champ des informations demandées limité, un droit de rectification des données et une durée de conservation par l'administration fiscale
précisément, précisément circonscrites. Le service de la CNIL n'identifie pas d'obstacle juridique relatif au RGPD qui s'opposerait à une extension des données devant figurer dans l'IFU à celles relatives au stock de patrimoine mobilier. Le Conseil constitutionnel se prononce au cas par cas pour apprécier le respect du droit au respect de la vie privée, ce qui devrait être ici concilié avec l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude. Les cryptoactifs détenus de façon intermédiaire devraient aussi faire l'objet d'une déclaration de la part du prestataire, comme cela existe pour les cryptoactifs détenus à l'étranger. Les portefeuilles auto-hébergés seraient eux déclarés par le détenteur. La richesse ne se réduit ni aux revenus ni au patrimoine pris aux éléments. Contrairement à la pauvreté qui fait l'objet de seuils statistiques harmonisés, elle demeure difficile à définir en raison de situations très hétérogènes. Au sommet de la distribution, revenus élevés sans patrimoine exceptionnel, patrimoine important mais revenus faibles, actifs peu liquides ou revenus pilotables. Les travaux du Conseil national de l'information statistique visant à construire une définition multidimensionnelle de la richesse, combinant critères quantitatifs et qualitatifs, doivent donc être encouragés. Dans ce contexte, le revenu fiscal de référence, bien que plus complet que le seul revenu imposable, ne peut être regardé comme une mesure fidèle de la capacité contributive. Conçu à l'origine pour neutraliser les effets d'une réforme de l'impôt sur le revenu, il est devenu un indicateur central pour l'accès à de nombreux dispositifs, alors qu'il est loin d'intégrer l'ensemble du revenu économique des ménages. Ces limites sont encore plus fortes pour des foyers disposant d'importants revenus financiers et soulèvent des problèmes d'équité horizontale et verticale. Pour les plus fortunés capables de piloter leurs revenus personnels en accumulant les bénéfices dans les entreprises contrôlées, le RFR reflète encore plus imparfaitement la capacité contributive. Dans un tableau de 10 cas anonymisés, sectionnés par les 500 plus grandes fortunes de France redevables de l'ISF en 2007, couvert par le secret fiscal, on observe un revenu fiscal de référence extrêmement faible rapporté au revenu économique estimé. Ce constat confirme la pertinence de la démarche de l'Institut des politiques publiques de construire un revenu économique incluant les bénéfices non distribués. Plutôt que de modifier son étude d'impact, le RFR au risque d'effets de bord sociaux, le président et le rapporteur général proposent de créer un indicateur complémentaire de revenu économique élargi, mobilisable à des fins statistiques et de contrôle. Sans ambition de exhaustivité, le rapport opère des coups de projecteur sur plusieurs leviers, essentiellement fiscaux permettant aux foyers les plus aisés de piloter l'imposition de leurs revenus et de leur patrimoine. 4 leviers principaux sont examinés. Premièrement, les contribuables les plus aisés, lorsqu'ils détiennent des parts dans une entreprise, ont la possibilité de procéder à 2 arbitrages principaux dans le pilotage de leurs revenus. Un arbitrage entre salaire et dividendes et un arbitrage entre distribution et thésaurisations de dividendes. L'absence de distribution de dividendes permet de choisir le moment le plus opportun et de limiter le frottement fiscal pour éviter les distributions de bénéfices sous forme de dividendes lorsque des alourdissements de fiscalité sont mis en œuvre. Pour financer leurs dépenses courantes, les contribuables peuvent recourir au crédit lombard ou aux frais professionnels. Deuxièmement, certains contribuables ont recours à des entreprises holding patrimoniales. Si la création d'une société holding ne correspond pas nécessairement à un but fiscal, les services de contrôle fiscal identifient 4 zones de risques fiscaux dans lesquelles sont impliquées ces structures. L'optimisation de l'imposition sur les dividendes et les plus-values, la détention d'actifs immobiliers au sein d'une holding afin de minorer l'IFI, l'utilisation de holding dans des schémas d'apport-cession et l'utilisation de holding dans le cadre de transmission à titre gratuit.
Troisièmement, le recours au régime de l'imposition permet de reporter parfois indéfiniment l'imposition des plus-values immobilières et d'effacer des plus-values placées en report d'imposition au moment de la succession. Le Conseil des prélèvements obligatoires a relevé la croissance exponentielle du volume de plus-values nouvellement placées en report d'imposition. D'1 milliard d'euros en 2012, il est passé à 16 milliards d'euros en 2018, puis à 34 milliards d'euros en 2023. Au total, depuis 2012, le stock de plus-values placées en report d'imposition s'élève à 127 milliards d'euros. De plus, ce dispositif est particulièrement concentré sur les ménages les plus aisés. Il bénéficie en 2023 à 8 400 foyers dont le revenu déclaré moyen hors plus-value était de 700 000 euros annuels, soit les 0,1% les plus aisés. Quatrièmement, au sein de la fiscalité des transmissions, le régime du treuil, qui offre une exonération de 75% de TMTG pour des donations et transmissions de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement de conservation, permet de réduire sensiblement le montant des DMTG. Surtout, il permet d'inclure dans les actifs transmis des biens non professionnels. Il n'est en effet pas exigé que la société objet du pacte exerce à titre exclusif les activités éligibles. La loi des finances pour 2026 a cependant exclu la possibilité d'y inclure des biens somptuaires non professionnels. Pour répondre au comportement de suroptimisation fiscale, plusieurs mesures correctives ont été envisagées ou mises en œuvre sans toutefois convaincre de leur efficacité. Tout d'abord, une contribution différentielle sur les hauts revenus a été introduite par la loi de finances pour 2025 afin d'assurer que les contribuables aux plus hauts revenus s'acquittent d'un impôt plancher de 20%. Cette imposition s'est toutefois révélée mal conçue, les redevables disposant d'importantes capacités de pilotage de leurs revenus imposables et se montrant réactifs aux évolutions de la fiscalité. Alors qu'un rendement de 2 milliards d'euros était initialement annoncé, elle ne devrait finalement rapporter que 388 millions d'euros en 2025. Par ailleurs, en s'inspirant d'exemples étrangers, le PLF pour 2026 prévoyait la création d'une taxe aux actifs non affectés à une activité opérationnelle des entreprises holding patrimoniales. Particulièrement complexe, cette taxe holding présentait dans sa version initiale des risques juridiques et pouvait affecter négativement l'investissement, tout en ne répondant qu'à un seul comportement d'optimisation. Elle a été recentrée au Parlement dans un objectif d'anti-optimisation avec une assiette limitée aux biens somptuaires. Comme alternative à la taxe holding, le gouvernement a un temps envisagé une contribution différentielle sur les hauts patrimoines à un taux de 0,5% sans plafonnement, excluant les biens professionnels. Compte tenu de potentiels effets de bord fiscaux et d'une similarité avec l'ISF, la CDHP n'a finalement pas été proposée au Parlement. Enfin, si la loi de finances pour 2026 a opéré une restriction limitée du régime du treuil par une exclusion des biens somptuaires et un allongement de l'engagement de conservation, la Cour des comptes, dans un récent rapport, recommande 2 axes d'amélioration de cette dépense fiscale de l'ordre de 5,5 milliards d'euros en 2024. D'une part, exclure les biens non affectés à l'activité professionnelle de la société du champ de l'exonération et d'autre part, ramener à 50% le taux de cette exonération. En tout état de cause, si la correction des mécanismes d'optimisation utilisés par les ménages les plus fortunés permettrait de renforcer l'équité fiscale et partant le consentement à l'impôt ne permettrait pas à elle seule de répondre au nécessaire redressement des finances publiques. Recommandations. Demander par la loi aux services statistiques publics de réaliser une enquête régulière sur le patrimoine des ménages, notamment les plus élevés, et à l'occasion des successions. Recommandation 2. Établir dès à présent une enquête DMTG 2.0 pour disposer, à partir des données disponibles au moment des successions, d'une photographie complète du patrimoine et mener un travail de reconstitution
des données manquantes depuis la dernière étude représentative datant de 2010. À cette fin, redéployer des effectifs au sein des ministères économiques et financiers pour étoffer les moyens du département des études statistiques et fiscales au sein de la Direction générale des finances publiques, afin de renforcer les capacités d'analyse de l'administration sur le patrimoine, en particulier sur les donations et successions. Direction générale des finances publiques. Recommandation 3. Accélérer le calendrier de la numérisation des déclarations de succession afin de couvrir l'ensemble des actes d'ici à 2029. Étendre la numérisation aux déclarations de donation et rendre rapidement opérationnel le module statistique de la plateforme e-enregistrement, le cas échéant par le déploiement des moyens humains ou financiers supplémentaires. Recommandation 4. Garantir l'exhaustivité des informations figurant dans les déclarations de donation et succession pour déterminer la progressivité effective des droits de mutation à titre gratuit DMTG et pour connaître l'incidence à ce titre du barème des abattements et des dispositifs successoraux favorables selon les niveaux de revenus et de patrimoine des bénéficiaires. Direction générale des finances publiques. Recommandation 5. Envisager l'information systématique du notaire du bénéficiaire pour les sommes des contrats d'assurance vie que ce dernier a précédemment reçus. Cette information facilitera le contrôle par le notaire du respect du plafond de l'abattement de 152 000 euros. Recommandation 6. Prévoir la mention systématique du recours à un pacte du treuil dans les actes notariés, lesquels alimenteront la base de données en cours de constitution sur les successions. Recommandation 7. Prévoir la déclaration d'information sur les actifs financiers d'une valeur supérieure à 7 500 euros détenus par les ménages via les établissements teneurs de compte par une annexe de l'imprimé fiscal unique (IFU), dans lequel figure au moins l'encours annuel moyen des actifs financiers par personne, par établissement et par type d'actifs. Recommandation 8. Compléter les mesures de contrôle des actifs numériques détenus par le non-résident prévues par la directive DAC 8 par une double obligation. Obligation pour les prestataires de services sous cryptoactifs de déclarer tous les comptes actifs en France et obligation de notification à l'administration fiscale de la détention de portefeuilles de cryptoactifs auto-hébergés à partir d'un seuil défini en valeur. Recommandation 9. À partir des travaux statistiques et des sciences sociales, s'accorder sur une définition multidimensionnelle de la richesse, combinant patrimoine et revenu, à l'exemple ce qui existe pour la pauvreté. Recommandation 10. Créer à côté du revenu fiscal de référence un indicateur complémentaire de revenu économique intégrant les revenus, notamment patrimoniaux aujourd'hui mal appréhendés, afin d'améliorer la connaissance statistique des capacités contributives sans produire d'effet de bord immédiat sur les dispositifs indexés sur le revenu fiscal de référence. Recommandation 11. Saisir l'Inspection générale des finances de la réalisation d'une étude pour évaluer la diffusion du recours au crédit lombard et ses différents usages. Le principe d'égalité devant les charges publiques qui consacre l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen correspond à une conception civile et formelle de l'égalité posée comme condition de la liberté qui ne peut subsister sans elle. Ce principe qui a accompagné sur le plan politique l'abolition d'une société d'ordre s'est traduit par la mise en place d'un impôt proportionnel et n'a cependant jamais impliqué que les degrés de richesse soient absolument les mêmes. C'est d'autant plus qu'il a accompagné la consécration par la Révolution française du droit de propriété comme inaliénable et sacré. Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette vision républicaine classique contenait toutefois déjà en germe une conception davantage sociale ou réelle de l'égalité, son inspirateur Jean-Jacques Rousseau précisant que par celle-ci, il fallait entendre que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, nul assez pauvre pour être contraint de se vendre.
et, et, et préconisant pour le bien public de rapprocher les degrés extrêmes autant qu'il est possible, car de l'un sortent les fauteurs de la tyrannie et de l'autre les tyrans. Vive la France, vive la démocratie.